Bonjour à tous, merci d'être restés aussi tard. J'espère que vous avez bossé un bon Sonitech. Première fois pour moi, je suis hyper heureux d'être là. Je me présente parce que je viens pas du tout d'ici. Je viens du nord et je viens du nord du nord parce que je viens de Belgique. Moi c'est Gérard, je suis staff engineer chez Decathlon et Google Developer Expert sur Android. Donc je fais beaucoup d'Android depuis plus de 10 ans maintenant. Vous verrez que je serai très objectif sur tout le long de la présentation. J'espère qu'il n'y a pas de Apple fanboy ici. Et on va tout de suite commencer. Alors attendez. Hop, voilà. Et on va sélectionner deux challengers. Et comme par de hasard, on tombe en premier sur Jetpack Compose. Alors Jetpack Compose, qui est-il? Jetpack Compose, c'est un framework UI pour les technologies Android qui est développé 100% en Kotlin. Donc Kotlin qui est un langage qui est devenu le langage principal pour développer des applications Android natives depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc du coup, pour utiliser Jetpack Compose, vous êtes obligé d'avoir configuré avant ça Kotlin dans votre projet. Ça veut dire que vous avez eu 5 ans normalement pour le faire, donc théoriquement, à peu près tous les projets aujourd'hui ont Kotlin de configurer. Sinon, il faut sortir de votre grotte, très clairement. Et si vous continuez à faire du Java sur Android, je vous juge pas, mais un petit peu quand même. C'est un librairie qui fonctionne avec un plugin de compilation. Donc en fait, de base, Kotlin ne sait pas comment fonctionne Jetpack Compose. Pour ça, il utilise un plugin Gradle. Si vous avez vu le talk de Paul ce matin, vous savez un peu comment fonctionne Gradle. Et donc sans ce plugin, Jetpack Compose ne sait pas lire les annotations add composable qu'on va voir plus loin dans cette présentation, et donc ne sait pas faire de l'UI. C'est 100% open source. Vous allez sur GitHub AndroidX/AndroidX et vous arrivez sur la bibliothèque de Jetpack Compose et de toutes les autres librairies Jetpack. Il y en a un certain nombre. Donc c'est plutôt cool parce que en fait, vous pouvez voir comment ça fonctionne en interne. Moi, typiquement, il n'y a pas un jour il n'y a pas un jour où je ne vais pas regarder comment ça fonctionne pour être sûr de savoir comment utiliser les composants Jetpack Compose. C'est développé par Google avec l'aide de JetBrains. Parce que du coup, JetBrains a à côté tout le côté multiplateforme. En fait, Jetpack Compose était dédié pour Android à la base, quand Google avait initié dans le développement de Jetpack Compose, déjà en collaboration avec JetBrains, parce que du coup, il a fallu faire énormément d'évolutions dans le langage Kotlin pour permettre Jetpack Compose. Et puis à un moment, JetBrains se sont dit c'est plutôt cool votre truc, ça pourrait être pas mal de le rentrer dans l'écosystème multiplateforme. Et donc aujourd'hui, ça a été officialisé à la Kotlin Conf de cette année, donc il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Compose UI est compatible avec multiplateforme, et donc on peut faire du Compose sur iOS, Android, desktop, web, etc. Ok, on va sélectionner notre second challenger. Tac. Et donc, si vous avez bien lu le nom de mon talk, vous savez sur qui on va tomber. On va tomber sur SwiftUI. Alors, SwiftUI, qui est-il? SwiftUI, c'est du coup le penchant de Jetpack Compose chez l'ennemi, du coup, à savoir iOS. C'est développé 100% en Swift, à peu près à la même période où Android a fait le move vers Kotlin. iOS, Apple a fait le move vers Swift. De l'objectif C vers le Swift, ils ont enfin migré vers un vrai langage, hein, très, très, très clairement, en tout cas moderne. SwiftUI est embarqué dans le système d'exploitation. Ça a son importance, on va le voir plus tard. Là où Jetpack Compose, c'est une librairie. C'est développé du coup par Apple, et il ne faut pas déconner, pour Apple. C'est-à-dire que vous pouvez faire du SwiftUI sur iOS, macOS, iPadOS, watchOS, et c'est tout. C'est super utile, je suis sûr qu'il y a plein de compagnies ici qui font que des produits pour Apple. Mais bon, en tout cas, c'est iOS, c'est ça qui nous intéresse ici. Très bien. Et donc, du coup, on a nos deux challengers avec, à ma gauche, Jetpack Compose, à ma droite, SwiftUI. Et... Ah merde, attendez.
Ok, c'est bon. Et donc du coup, on a nos deux challengers, on va pouvoir les faire s'affronter. Et on va commencer le premier round avec les similarités entre ces deux technologies. Juste avant de commencer, dans la salle ici, qui a déjà fait du développement Android? Même pas forcément avec Jetpack. Ok, wow, ok, super. Et iOS? Ok, vous allez prendre tellement cher. Donc ici, ah bah super, voilà. On va développer alors une application très simple, hein, on n'a que 50 minutes. On a un compteur qui est fait en SwiftUI, qui pour vous est à gauche, un compteur qui est fait en Jetpack Compose à droite, et on va voir du coup comment développer ça. Ok, d'accord, comme ça ici, ok. Pour Jetpack Compose, on a une fonction Kotlin standard qui est annotée avec la notation addComposable. Donc rien que ça va informer le plugin de compilation que cette fonction va émettre de l'UI. Très bien. À l'intérieur, du coup, ici, ce que je fais, c'est que je déclare un floating action button, qui est du coup un composant matériel design, matériel 3 en l'occurrence. Et dedans, je viens déclarer deux choses plutôt, une callback on click pour avoir l'information quand l'utilisateur clique sur ce composant. Et l'autre, je viens déclarer l'icône qui contient ce floating action button. Donc là, du coup, vous voyez, je déclare un image vector qui est où je lui dis, bah, tu vas prendre l'icône remove de l'écosystème matériel. Et pour des soucis d'accessibilité, je viens donner un content description qui dit, bah, ok, ce bouton-là sert à décrémenter. Très bien. Je vais mettre ça dans une row. Une row, du coup, est un composant qui est dit de placement, pour du coup dire, bah, ok, tous les composants qui vont être enfants de ma row seront côte à côte, sur l'axe du coup des X. Et je vais mettre un autre floating action button qui lui sera du coup pour ajouter un nombre à mon compteur. Très bien, alors je fais un peu de place et je viens maintenant ici déclarer entre les deux un texte qui va du coup à terme afficher la valeur de mon compteur. Ok. Je viens configurer un peu ma row pour que ce soit un peu plus joli, donc je vais utiliser ce qu'on appelle des arrangements qui permettent de faire plein de choses. Ici, ce que je viens de faire, c'est simplement dire, bah, ok, je veux un spacing de 8 dp entre mes différents composants. Je peux lui dire, bah, tu vas prendre toute la largeur et mettre des espaces égaux entre les différents composants. Tu vas rendre des espaces égaux entre tout l'espace disponible, mais aussi sur la droite et sur la gauche. Enfin, plein d'options différentes. Là, ici, je vais juste un espacement de 8 dp entre tous les composants. J'ai aussi l'alignement qui va pouvoir me dire, bah, ok, sur l'axe des Y, comment est-ce que tu veux aligner tes différents composants. Donc là, je lui dis simplement, je vais le centrer de manière verticale. Et par rapport à l'espace disponible, donc ici, la hauteur des boutons, bah, il va du coup simplement centrer le texte. Ok. Je viens utiliser un autre composant de placement, qui est ici la box, où je viens lui dire, bah, ok, la box, tu vas prendre tout l'espace disponible. Donc ici, c'est ce que me fait le fill max size. Et ton contenu, tu vas l'aligner au centre. Et en fait, la box, elle vient faire quoi? Elle vient faire rajouter les éléments les uns au-dessus des autres. Très bien. Le modifieur, qu'est-ce que c'est? En fait, on a des composants et on a des modifieurs en Jetpack Compose, si on résume ça globalement. Les composants, ça sert à dessiner quelque chose ou à aider à les placer. Les modifieurs, ça sert à décorer nos composants. Décorer, donc ici je viens lui dire ben, la taille que tu dois prendre c'est autant, je peux lui dire bah, tu vas rajouter un padding, je peux lui dire aussi tu vas rajouter un clic, etc. etc. C'est vraiment pas de l'UI, c'est juste de la décoration, des interactions, de la customisation, etc. Et c'est une bonne pratique de rendre son propre composant modifiable. Donc ce que je fais ici, c'est que je viens déclarer un modifieur en paramètre qui aura une valeur par défaut d'un modifieur vide. Donc c'est le égal modifieur. Et je viens le donner dans ma row, puisque c'est dans ma box, pardon, qui est du coup l'élément root, racine de mon arbre de composants, pour ce composant-ci, le counter screen. Très bien. Et après, dernière chose importante, c'est le state. Le state, qu'est-ce que ça permet? Ça permet du coup d'avoir des vues un peu dynamiques. Hein. Et donc là, ici, ce que je viens faire, c'est que je viens déclarer un counter qui va être initialisé avec le remember mutable state off. Qu'est-ce qu'il va dire ce truc-là? En gros, compose, il est malin. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste, ce qu'on appelle se recomposer quand il va détecter un changement d'état. Donc, si je fais un changement au niveau de mon counter, il va le détecter et il va du coup faire ce qu'on appelle une recomposition. Donc, il va redessiner mon composant et prendre en compte l'état qui change et modifier uniquement les composants qui lisent cet état.
Donc typiquement, dans mon floating action button, je fais moins ou plus, et dans mon texte, je vais l'afficher, et donc du coup, il va redessiner, il va recomposer mon texte. Et donc en fait, le remember, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de dire, entre deux recompositions, tu vas garder l'état précédent, de la précédente recomposition, et le mutable setoff me permet de lui dire, tu vas rendre ça mutable. Tu vas pouvoir modifier, sinon je ne pouvais pas faire le counter moins et le counter plus. Ok, on va résumer. Donc Jetpack Compose, pour déclarer un composant, j'ai la notation addComposable. Pour placer mes composants, j'ai la box, j'ai la colonne, j'ai la row, qui sont les principaux. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux. J'ai la notion d'arrangement et d'alignment pour bien placer mes différents composants. J'ai le concept de modifier pour les décorer, pour venir rajouter du comportement de la customisation. J'ai la notion d'état avec le remember et le mutable state off. Et je suis accessibility first parce qu'à chaque fois que je vais avoir besoin, enfin que Compose va avoir besoin d'avoir des informations liées à l'accessibilité, il va me le demander explicitement. Alors je peux mettre toujours nul si je ne veux pas faire le travail jusqu'au bout, mais il me le propose en tout cas de renseigner quelque chose. C'est plutôt cool. Ok. Qu'est-ce qu'on fait côté SwiftUI? SwiftUI, on a ici ce qu'on appelle une struct qui va hériter, alors c'est pas vraiment de l'héritage, c'est du Implementation Protocol, il me semble, mais on va dire hériter pour des questions de simplicité, d'une view qui, lui, va obliger de déclarer une propriété qui s'appelle body, qui va retourner SomeView, donc qui va émettre des vues. Très bien, donc on comprend que c'est dans ce body-là qu'on va du coup déclarer tous nos composants. Dans ce composant-là, je vais prendre l'équivalent. Ici, c'est un button avec un premier paramètre qui sera ma callback d'action et un deuxième paramètre qui est ici, vous voyez le label. Dans ce label-là, je mets une image et je vais utiliser systemname minus pour dire tu vas afficher un moins. Qu'est-ce que c'est le systemname En fait, dans l'écosystème Mac, dans l'écosystème macOS, iOS, il y a les SF symboles. SF symboles qui sont une bibliothèque d'images qui sont disponibles dans tous les systèmes de chez Apple. D'ailleurs, si vous avez un Mac, vous pouvez taper SF symbole et vous allez retrouver toutes ces icônes-là. Et en fait, vous pouvez du coup prendre leur nom, le claquer dans SwiftUI et ça va du coup afficher la bonne icône. Ça, c'est plutôt cool. Hop, je mets ça dans une hashstack, qui est donc le strict équivalent de ma row côté Jetpack Compose. Je viens déclarer un autre bouton, qui sera du coup le bouton d'ajout. Je viens déclarer un texte, qui va du coup afficher mon état à terme. Parce que je n'ai pas cette notion d'arrangement et d'alignment, je suis obligé de galérer avec des paddings. Donc je rajoute des paddings pour que ce soit à peu près joli. Et j'ai ma notion d'état, qui sont du coup ici une nouvelle propriété, qui est du coup que j'ai nommée counter, qui est annotée par le addState, qui va du coup informer SwiftUI que cette propriété est un état et qu'il va du coup falloir en tenir compte quand il va falloir se redessiner. Donc j'initialise à 0. Je mets dans ma callback counter -1 parce que ce langage n'est pas foutu d'avoir un moins et un plus. Et je vais afficher dans mon texte son counter. Ah, je vous ai dit, je serai super objectif. Je résume. SwiftUI, je peux du coup déclarer des composants avec le protocol implementation. Je peux utiliser les zstack, hstack, vstack pour du coup placer mes éléments, que personnellement je trouve effectivement un peu plus intuitif que row, colonne et box, mais ok, c'est un avis personnel. J'ai pas besoin de rajouter ce concept de modifier. C'est en fait, en héritant de ce view, j'ai automatiquement le concept de pouvoir être décoré. Donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose de pas mal. Et ma notion d'état, du coup, j'ai mon notion addState pour venir déclarer un état. Très bien. Du coup, j'ai un petit hit layout là qui fait pas super mal de SwiftUI, pardon, parce que du coup Jetpack Compose protège. Pareil pour l'arrangement et l'alignement, c'est plutôt cool côté Jetpack Compose, mais c'est pas non plus la révolution. Et effectivement, j'ai eu besoin de beaucoup moins de code à côté SwiftUI que Jetpack Compose. Mais voilà, c'est l'entrée en matière, c'est des petits coups là pour d'introduction. Je vous laisse voter, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, entre Jetpack Compose et SwiftUI. Pas de panique, je n'ai pas de graphique, j'ai de stats ou quoi, après, c'est complètement statique. Donc, Pardon? Ah, bon, désolé. Mais voilà. Ok.
Je continue parce que du coup, on n'est pas, on doit un petit peu avancer. Euh, Parfait. Seconde section, second round, le packaging. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser Jetpack Compose et SwiftUI pour l'utiliser dans son projet, etc. Comment ça se passe? Côté SwiftUI, j'ai du coup, je le disais, SwiftUI est embarqué dans le système d'exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans le système d'exploitation? Ça veut dire qu'au niveau runtime, les binaires sont déjà présents dans le téléphone, et donc ça veut dire que c'est théoriquement assez performant. Si vous faites pas n'importe quoi, bien sûr, avec vos composants, mais si vous développez correctement, les performances devraient être optimales, ou en tout cas comparé à UIKit, qui est l'ancien framework UI de iOS, vous devrez avoir des performances assez similaires. Par contre, s'il y a une nouvelle feature qui est rajoutée dans SwiftUI que vous avez envie d'utiliser, etc., c'est packagé dans l'OS. Ça veut dire que là, on est en version 16, quelque chose. S'il y a une nouvelle feature dans la version 16, ça veut dire que votre version minimale de votre application doit être la version 16. Ce qui n'arrive pas, hein, très clairement. Là, vous voyez ici les stats de versions sur le marché. Alors, elles datent un tout petit peu, mais c'est pas non plus décembre. Là, c'est décembre. Mais l'ordre d'idée est plus ou moins similaire. Peut-être que la version 16 a pris un peu plus de marché depuis. Mais en gros, vous voyez, donc il y a 16. Alors, Apple est quand même fort là-dessus, hein, ils arrivent à bien forcer leur mise à jour, etc. Donc la 16 est majoritaire. Il reste quand même encore du 15, un petit peu de 14, et il y a aussi encore de l'autre qui est encore assez conséquent, qui est tout ce qui est en dessous de la version 14. J'ai pris des stats enfin ailleurs que celles de Apple, hein, parce que bon, c'est super, des stats qui viennent de celui qui veut pousser les choses, c'est hyper objectif. Du coup, j'essaie de prendre des stats d'un tiers pour avoir des choses qui sont un peu plus réalistes. Et en fait, si vous lisez les stats de Apple, c'est genre, on est à 80%, etc. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Mais donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, vous avez en tout cas deux versions à supporter. Donc on a la version 16. Généralement, dans l'industrie, la version minimale aujourd'hui, elle est soit de 13, soit de 14. 13, c'est quoi? 13, c'est là où est arrivé SwiftUI. En gros, c'était le discours d'Apple, c'est faites pas les cons, n'utilisez pas ça en prod. Donc, ok, il faudra attendre la version 14 pour avoir SwiftUI en version stable, en tout cas par Apple, enfin donné par Apple, parce qu'en gros, les devs, c'est plutôt faites pas les cons, n'utilisez pas la 14, utilisez plutôt la 15. Et c'est vraiment, effectivement, qu'à partir de la version 15 que SwiftUI peut être considéré comme stable. Côté Jetpack Compose. Jetpack Compose, du coup, c'est une librairie. C'est une librairie et qui est compatible depuis la version de l'API 21. L'API 21, pour ceux qui ne savent pas, alors ça c'est encore un plus vieux graphe, mais c'est pas très grave parce que l'ordre de grandeur pour la 21 est la même. Là on est à 98%. Oui, je vous ai dit, je suis belge. Et à 98%, je pense qu'on est à 99 maintenant. Donc en fait, c'est genre c'est tout le marché que vous pouvez avoir. Si votre minimal c'est la 21, ce qui est généralement le cas pour l'industrie. Et comme Google fait énormément de travaux pour être rétrocompatible avec le plus de versions antérieures possible, eh ben en fait tout se passe bien. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, du coup, ça veut dire qu'en théorie, les performances sont moins bonnes par rapport à SwiftUI, ou en tout cas surtout par rapport à XML, parce que forcément Google, quand il se compare pas avec SwiftUI, il se compare avec la version XML, qui est l'ancienne manière de faire de l'UI sur Android. Ça c'est en théorie. En pratique, en fait, le discours de Google, c'est si vous packagez en release, on va faire un certain nombre d'optimisations qui va permettre que les performances seront en tout cas égaux par rapport à l'ancien. Toujours pareil, hein, ça dépend aussi de si vous ne faites pas des conneries dans vos composants, etc. Mais effectivement, il faut vraiment aller assez loin pour que les performances aujourd'hui soient pas à la hauteur. Mais donc du coup, le fait d'être en librairie, ça permet d'avoir toutes les features qu'on veut, et ça c'est vraiment trop cool. C'est-à-dire que si une nouvelle feature apparaît dans Jetpack Compose, je vais la voir juste en mettant à jour ma librairie. J'ai pas à attendre 2 ans pour avoir en fait ce que je veux. Donc, je vous laisse choisir qui est le meilleur. Je vous laisse 2 secondes. Ok, on avance. Ok, on va parler un peu des previews.
Les previews, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui me permet de, sans devoir lancer mon application, avoir un rendu de mes différents composants directement dans mon IDE. Côté SwiftUI, j'ai ça. J'ai une nouvelle structure qui va plus hériter de View, mais de Preview Provider, qui va du coup émettre, des vues avec la propriété Previews, et dans lequel du coup je vais voir apparaître à droite dans mon IDE un espace dans lequel je vais pouvoir avoir ma preview. Donc là, ici, on a plusieurs boutons. Alors, on a la pin qui me permet de, si j'ai plusieurs previews, mettre une preview en prioritaire devant toutes les autres. Ça sert à rien. J'ai un nom, je peux donner des noms à mes previews. Ça sert à rien. Je peux, par défaut, je suis en mode live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux interagir avec ma preview directement. Donc si j'ai des boutons ou quoi que ce soit, je peux directement tester. Ça, c'est plutôt cool. Si je veux rendre ma preview sélectionnable et avoir le code associé juste en cliquant sur le bouton, savoir où est-ce qu'est la déclaration du bouton, je peux rentrer dans ce mode-là. J'ai les différentes variantes qu'on va voir, mais on va voir juste après. Je peux faire une combinaison de ces variantes pour du coup délivrer qu'une seule variante. Et je peux run uniquement mon composant sur le device pour voir un peu avec un vrai device comment se comporte ma vue. Et donc du coup j'arrive à ça. Donc là je suis en mode live, donc en fait je peux interagir avec ce composant. Et donc là vous voyez mon compteur, je fais plus, moins et ça se passe bien. Très bien. J'ai les différentes variantes. Donc les premières variantes, c'est le fait de pouvoir avoir les color schémas, donc le light et le dark. Je peux avoir du coup les orientations, donc portrait et paysage, dans les deux sens. Et pour des questions d'accessibilité, les différents types de zoom, donc si c'est small, medium, large, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et donc je disais, on peut faire après une combinaison de ces trucs-là pour avoir qu'une seule preview qui soit, je sais pas moi, zoomée à x2, puis en portrait, paysage, j'en sais rien. Peu importe. Petite info, savoir son importance qu'on va voir Jetpack Compose. Ici, j'ai un composant qui s'appelle Async Image View, qui est un composant à moi, mais qui derrière fait une requête HTTP à partir d'une URL et qui va me permettre de pouvoir afficher ici mon avatar sur mon composant. Retenez ça dans votre tête, on va y revenir après. Donc si je résume, SwiftUI, en termes de preview, c'est très WYSIWYG. C'est-à-dire que vous venez déclarer votre structure, déclarer votre composant, et après le reste, en termes de test, ça se fait du coup côté IDE. Vous pouvez run votre composant dans un simulateur ou sur un device, peu importe. Je ne l'ai pas montré, mais c'est aussi customisable as code. C'est-à-dire que vous pouvez faire exactement la même chose que je vous ai montré, mais directement avec au niveau de votre counter, vous pouvez dire point, et il y a preview quelque chose, etc. C'est dommage parce qu'avant la version Xcode 13 de mémoire, c'était à chaque fois que vous faisiez quelque chose du côté de votre preview, ça impactait le code. Et c'est dommage de l'avoir abandonné parce qu'à partir de la version 14, c'était plus le cas. Et le fait de pouvoir faire le truc as code, ça permet aussi de le partager avec le reste de l'équipe. Donc si vous avez une configuration de device sur lequel que vous maîtrisez, que vous voulez tester et que vous permettre à vos collègues de tester aussi, eh ben le fait de versionner permet de du coup, le partager plus facilement. Donc c'est dommage parce que là aujourd'hui c'est plus du tout encouragé cette pratique-là côté Apple. Et on n'est pas limité à faire que de l'UI, on peut faire des petites requêtes HTTP, etc. Alors on est assez limité, on ne peut pas faire des dingueries non plus, mais vous allez voir que ce n'est pas forcément le cas côté Jetpack Compose. Ok, du coup justement côté Jetpack Compose, comment ça fonctionne? Ici j'ai mon composant Counter Screen Preview qui est annoté de add_composable et de add_preview, qui va venir dire, ok, Jetpack Compose, ce truc-là, ça doit aussi être émis dans mon IDE, ici Android Studio. J'ai un SwiftUI VS Compose Theme qui est en gros mon thème Material Design pour m'injecter les différentes couleurs. Et donc vous voyez à droite le rendu avec deux boutons. Un premier bouton qui permet de rentrer en mode live. Donc par défaut, je suis en mode sélectionnable. Et le mode live permet du coup d'interagir avec mes plus et mes moins, enfin mes boutons plus et moins. Et le Run on Device. Et c'est tout. J'ai pas d'autres boutons WYSIWYG, etc. Par contre, je peux aller voir du côté de mon annotation add_preview. Et là, j'ai plein de paramètres.
Alors, je ne vais pas tous les faire, mais en gros, vous pouvez donner un nom, etc. Vous pouvez définir une largeur, une hauteur, etc., etc. Ceux qui, moi, m'intéressent, ce sont les derniers. Il y a le Show System UI qui me permet d'afficher la status bar, la navigation bar, etc. Faire comme si j'étais sur un vrai téléphone. Le Show Background et le Background Color qui fonctionnent de pair, qui me permettent d'afficher un background tout simplement. Parce que là où vous voyez juste avant, enfin, vous l'avez vu juste avant, le background il est transparent et donc du coup, en termes de lisibilité, c'est pas ouf. Et après, j'ai l'UI mode et le device. L'UI mode qui permet de dire, bah, OK, ton UI, elle est dans ce mode-là, généralement utilisé pour le mode dark ou le mode light, et le device pour avoir une configuration de device. Donc par défaut, c'est j'affiche le composant dans son plus petit état possible, enfin visuel possible, mais je peux venir lui dire, bah, tu as d'autres types de devices. Je peux dire, OK, tu vas te mettre dans un Pixel 3, 4, comme dans des configurations automobiles, dans des watches, etc. Et après, j'ai des téléphones de référence qui sont vraiment le téléphone type, c'est ça, etc. Ok, donc du coup, on va s'amuser à customiser. On va d'abord dire, bah, ok, tu vas afficher un background. Par défaut, le background, il est blanc, donc il va mettre un background blanc. C'est déjà un peu plus visible. Je vais lui dire, tu vas afficher le système UI, donc je vois apparaître le status bar, la navigation bar. Tu vas te mettre dans une configuration Pixel XL, parce que pourquoi pas. Tu vas afficher un nom counter, parce que pourquoi pas aussi. Tu vas mettre un font scale à 2, ça veut dire qu'en gros, il va grossir x2, comme si j'avais activé les options d'accessibilité que je voulais du coup tester, ce genre de choses. Et tu vas te mettre en UI mode dark. Et là, premier problème. Premier problème parce qu'en fait, moi, je m'attendais à avoir le background en noir aussi, avec le texte qui passe en blanc, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que le show background et le background color sont des paramètres statiques au niveau de ma preview. Et donc, du coup, pour ça, je dois venir être un peu plus intelligent. Comment est-ce que je peux être un peu plus intelligent? Ah, ok. Pardon. Comment je peux être un peu plus intelligent en utilisant le scaffold? Le scaffold, c'est quoi? C'est un composant qui est structurant dans Material Design. Il me permet de venir déclarer plein de choses, l'espace de la top app bar, la bottom app bar, etc., des drawers, tout ça machin. Et il vient utiliser les couleurs Material Design au niveau du background surtout. C'est ça qui m'intéresse. Et donc là, ici, il m'injecte toutes les bonnes couleurs. Et donc, en fait, même si j'ai mis un show background, en fait, le show background, il n'est plus du tout affiché ici. C'est vraiment la couleur du scaffold qui me met le noir et qui, du coup, vient injecter les bonnes couleurs au niveau de mon texte, etc. Donc Scaffold, si vous êtes intéressé, il ressemble à ça. Donc c'est vraiment hyper structurant, il y a plein de paramètres. Moi, je viens définir ici que le contenu, mais je peux venir l'utiliser pour plein d'autres choses. Ok. Autre feature intéressante avec les previews, ce sont les custom previews. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir créer une annotation avec plusieurs add preview. Donc là, ici, j'en ai mis une pour le Pixel, pour la tablette et pour le desktop. Et avec voilà, la configuration qui va bien pour les autres paramètres. Et en fait, cette preview-là, je vais pouvoir l'utiliser dans mon composant à moi et avoir cet affichage-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais avec quel type de device je dois être compatible, je peux avoir une annotation et l'utiliser vraiment partout, le versionner et le partager avec mes copains, copines. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Ok, vous vous rappelez de l'avatar côté SwiftUI? Là, ici, j'ai le même composant, le speaker avatar. Je viens d'utiliser un composant image avec dedans, au niveau du painter, un remember async image painter, qui est en gros un truc qui vient d'une librairie qui s'appelle Coil, qui permet de faire des requêtes asynchrones pour faire justement du rendu d'image à partir d'une URL. Et j'ai pas de preview. J'ai pas de preview parce que les previews en Jetpack Compose, ça se limite strictement à de l'UI. S'il y a un seul truc qui fait pas de l'UI, c'est mort. Donc c'est chiant. Pour s'en sortir, on a on a une solution plutôt, mais qui peut être utilisée de plusieurs manières. Le Local Inspection Mode. Le Local Inspection Mode, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent, si vous êtes familier avec le web, des hooks aussi. En gros, c'est quelque chose qui est accessible n'importe où dans votre arbre de composition, sans devoir passer par les paramètres de vos composants pour accéder à une valeur en particulier. Donc ici, la valeur qui vient me donner avec le current, c'est true false pour savoir si je suis en mode preview ou pas. Et donc là, une implémentation possible, c'est de regarder si je suis en mode preview ou pas, et de donner une autre implémentation. Donc là, du coup, je viens mettre une box avec une couleur, machin, et j'essaie de simuler ce que c'est mon image.
c'est pas terrible, parce que du coup, je dois maintenir du code en plus pour moi, pour m'aider à développer, parce que si je pète la preview de un composant feuille, c'est toute ma chaîne de preview qui va utiliser ce composant-là qui va péter la preview aussi. Et ça, c'est pas terrible. Heureusement, beaucoup de librairies dans ce style-là, du style de Coil, qui font du coup justement des requêtes, tout ça, intègrent le local inspection mode en interne dans la librairie. Et donc j'ai juste à venir déclarer un placeholder qui en interne va du coup, comme je le disais, utiliser le local inspection mode pour du coup avoir le visuel qui va bien. Et lui, il va prendre la configuration de mon composant image pour juste dire, bah, ok, si je suis en local inspection mode, bah, je vais afficher ça. Et en plus de ça, si j'ai pas encore, enfin, le temps que je exécute ta requête, ben, je vais aussi afficher ça. Donc c'est pas que pour le mode dev, c'est aussi pour le runtime en production, etc. Ok. Donc, si je résume, je peux configurer mes composants avec la notation add_preview. C'est hyper customisable. Je peux vraiment venir créer une configuration de preview hyper poussée sur des trucs qui n'existent même pas, si je veux, sur le marché. Je peux créer mes annotations preview à moi, qui reflètent les devices sur lesquels je veux tester. Par contre, je suis limité à de l'UI. Je peux faire que ça, et si je veux aller plus loin, je dois utiliser le local inspection mode, etc. Ok, donc j'ai un petit hit sur la multi-preview parce que c'est vraiment une super feature de Jetpack Compose, et sur la customisation parce qu'effectivement, je vais quand même vachement plus loin que SwiftUI. Par contre, le côté WYSIWYG et pas être limité par l'UI et pas avoir sa preview qui est pétée là parce que on n'a pas détecté qu'on faisait un peu plus que de l'UI. Là, j'ai montré des requêtes HTTP, mais il y a d'autres choses qui pètent aussi potentiellement ma preview. Mais c'est quand même cool côté SwiftUI. Donc, c'est le moment du vote. Je vous laisse voter. Ça me permet de... Okay. On va un peu accélérer. Alors, je continue. La bottom bar navigation. Alors, j'ai un peu abordé la navigation. La navigation, en vrai, pourrait faire un talk à part entière, parce que c'est vraiment... je vais juste effleurer un tout petit peu, parce que c'est vraiment une problématique complexe dans le mobile, et encore plus en termes d'archi avec Jetpack Compose et SwiftUI. Ou peut-être pas avec SwiftUI, parce que grosso modo, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une structure, tab screen, et je veux du coup afficher ma bottom bar. Donc pour ça, j'ai une tab view qui du coup m'affiche là le visuel en bas. Pour l'instant, j'ai encore rien dedans. Je viens déclarer ici mon counter qui est mon écran, et je viens le décorer avec le tab item, où je viens dedans mettre un label avec un premier paramètre et un système image qui vient du coup du SF et des SF symboles. Alors le screen agenda, c'est la manière qu'a choisi Apple de localiser ses traductions. C'est pas terrible, mais bon voilà, en gros, il va détecter ça automatiquement et il va regarder dans le fichier de traduction. Il va m'afficher du coup agenda ici. Et c'est tout. En fait, après, j'ai juste à faire ça et j'ai mes différents tabs et quand je clique, ça va switcher automatiquement d'un écran à l'autre. Ok, j'ai vraiment rien d'autre à vous montrer là-dessus. C'est juste super simple du coup. La première fois que je l'ai fait, j'étais en mode ok. C'est plutôt une tuerie. Et en plus, j'ai un visuel qui ressemble à une application iOS. C'est genre, enfin, j'ai rien dû faire. Et si vous sortez une application Apple, ça sera la même chose. Par contre, dès lors que je veux customiser mes différents tabs, là, ça va devenir vraiment compliqué. Parce que Apple, il n'aime pas ça du tout, la customisation. Il veut vraiment que ça reste dans l'idée de Apple, etc. Et si vous êtes comme moi dans une entreprise qui a sa propre branding, etc., et qui veut du coup customiser ces trucs-là, c'est l'enfer. Ok, alors, si vous avez déjà fait du Jetpack Compose, vous savez ce qui va suivre et ne souriez pas. Ici, j'ai mon scaffold. Je viens déclarer du coup ma bottom bar avec ma navigation bar. Donc, je vois afficher ma petite barre là en bas dans mon visuel. C'est très bien. Puis après, j'affiche une navigation bar item avec dedans plein de paramètres. Le premier, selected, donc true, false, savoir si je suis sélectionné ou pas. Ça voudra dire que c'est moi qui vais devoir gérer ça.
L'icône à afficher, donc ici une icône avec calendar today qui va afficher un calendar. Un contenu de description à nul parce que, juste pour petite parenthèse, comme j'ai un label en termes d'accessibilité, il va lire le label et j'ai pas besoin de venir donner de l'information au niveau de mon icône. La callback downClick, ça veut dire que, je le répète, il ne gère pas le côté sélectionné ou pas, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir gérer le fait d'afficher un écran ou un autre. Et puis après le label qui est un texte, et si je dois afficher ou non toujours le texte ou pas, c'est un truc dans l'aspect Material Design. Ok, je fais un peu de place parce que ça avait déjà pris tout mon écran. Vous vous rappelez d'iOS où c'était genre juste... c'est pas fini. Ça veut dire que j'ai besoin de gérer la navigation. Comment je fais ça? J'ai une autre librairie officielle, il y en a d'autres, mais là je voulais parler de celle qui est officielle, qui s'appelle Jetpack Navigation Compose. Donc je la déclare dans mon build script de fichier Gradle, tout ça. Et comment fonctionne cette librairie? J'ai en gros un navhost, qui est un composant, qui va accueillir tous mes écrans sur lesquels je vais pouvoir naviguer, qui va connaître du coup les écrans, les add composable, et qui va connaître aussi le nav controller, qui va permettre aux écrans de naviguer entre les autres écrans. Et ce nav controller connaît le graphe de navigation. Je ne vais pas y rentrer plus dans les détails, mais vous avez compris l'idée. Du coup, si je veux mettre ça en place, je viens déclarer mon nav host. Avec dedans, je lui donne le nav controller, parce que sinon il ne peut pas savoir, il ne peut pas écouter ce qui se passe, et du coup changer les écrans. Une start destination qui sera du coup l'écran qui sera lancé au démarrage de ce composant-là. Donc ici, agenda, et puis j'ai mes composables avec du coup agenda, speaker et info. Et donc là, j'ai affiché qu'un texte, mais je peux afficher des composants bien plus complexes, bien sûr. Ok, je fais encore de la place. Et maintenant, ma callback de onClick, j'ai ici un navcontroller.navigate vers quelque part, donc ici vers agenda, parce que je suis en train de déclarer mon composant, mon icône d'agenda. Et là, plein de paramètres qui sont hyper compliqués. Vous allez me faire confiance, mais qu'est-ce que ça veut dire? En gros, comment fonctionne Android, c'est qu'ils ont une stack d'écrans qui se stack. Et en gros, le comportement que je veux lui donner, c'est quand je fais back, tu reviens toujours à agenda et après, tu peux quitter ton écran. Et donc, ce truc-là permet de faire ça. On va rester simple. Ok, et je fais ça plusieurs fois pour toutes mes icônes, etc. Ok. Vous vous rappelez toujours de SwiftUI comment c'était simple? Bon, on va essayer de travailler là-dessus, mais oula. Oh, voilà quand même. On va essayer de travailler là-dessus, mais ça va être en vrai assez compliqué. Mais heureusement, le langage Kotlin nous permet de refactorer un certain nombre de choses qui va quand même simplifier 2-3 trucs. Déjà, mon icône, c'est toujours la même implémentation. Donc en vrai, je peux faire quelque chose. Ici, mon bottom bar navigate, je vais d'abord rajouter ce qu'on appelle une extension de fonction. Donc là, sur nav controller, je vais rajouter le bottom bar navigate, qui va avoir cette logique-là de stack, tout ça machin, parce que je l'appelle plusieurs fois, mais c'est toujours la même implémentation. Donc hop, je le centralise quelque part et je l'appellerai après dans mes différentes icônes. Et après, je vais créer mon propre icône, enfin mon propre item de bottom navigation, avec les informations que moi, il m'intéresse, donc le label, l'icône, etc. Et là-dedans, je vais mettre toute la logique un peu, enfin tout le code un peu chiant, répétitif aussi, qu'il y a pour toutes mes icônes. Alors, la seule chose qui diffère là, enfin que j'ai pas encore implémenté, c'est le selected. Le selected, du coup, qui est toujours à false. Et pour l'implémenter, je vais devoir utiliser le nav controller et écouter ce qui se passe au niveau de la backstack. Donc la backstack, c'est le mécanisme là que je vous expliquais de stack. Et en gros, pareil, vous allez me faire un peu confiance, mais en gros, je dis, OK, tu vas écouter ça comme état. Et à chaque fois qu'il va y avoir des modifications, tu vas m'appeler et je vais prendre après le dernier écran qui est sur cette stack avec le point destination et je vais prendre sa route. Et après, je vais du coup tester que sa route est bien mon icône à moi que je suis en train de faire. Et donc, ça va me permettre de savoir si je suis sélectionné ou pas. Voilà. Très bien. Et donc, en fait, du coup, ce navigation bar item que je viens de créer, je peux après le déclarer. Et j'ai du code qui est quand même bien moins gros, mais
C'est pas non plus la révolution. Mais on s'en sort un petit peu, faut bien. Donc, si je répète, j'ai besoin de me soucier de la navigation. J'ai besoin de soucier du fait si je suis sélectionné ou pas. J'ai besoin de beaucoup plus de code que SwiftUI. Clairement, c'est indéniable. J'ai beau être hyper objectif là-dessus, je peux pas trouver des points positifs sur Jetpack Compose. Par contre, la customisation, elle est ultra simple côté Jetpack Compose. Pour petite anecdote, on a un design system à Decathlon qui s'appelle Vitamine et on a une implémentation Android Jetpack Compose et iOS SwiftUI. Celle de Jetpack Compose pour la bottom bar, on l'a faite en une après-midi pour le temps de tester, etc. Machin. SwiftUI, je suis même pas sûr qu'ils sont parvenus à le faire. Donc pour vous donner un peu l'idée de la complexité de customisation. Par contre, du coup, j'ai quand même des moyens de refactorer pour arriver à ce que je veux, etc. Donc bon, il n'empêche que là, pour le coup, SwiftUI, il marave complètement Jetpack Compose avec 2-3 petits hits qui font pas très mal à SwiftUI. Mais ouais, clairement, SwiftUI est meilleur cette fois-ci. Donc, vous allez voter. Voilà, je vous laisse un peu le temps. Hein. Ah, il est parti. Ah merde, ah zut. C'est pas grave, on va passer à la suite. On va passer à la suite, on va terminer avec le Platform Design System. Donc, d'un côté, nous avons Material Design pour Android. De l'autre, nous avons Apple Design, je ne sais pas si c'est vraiment de nom. Et on va voir comment est-ce qu'on crée tout ça, des applications qui sont compliant avec ces deux design systems. Côté Jetpack Compose, on a des artefacts Material 2 et Material 3, des artefacts différents, qui suivent hyper bien la spec de Material Design. Comparé au framework XML qui a plus de 10 ans de dette, où du coup on est passé par plein de design systems depuis toute la vie de Android, où c'est vraiment très compliqué d'avoir quelque chose qui soit qui fit à toutes les specs de Material Design, qui est vraiment très complexe en vrai. Côté Jetpack Compose, ils sont repartis d'une feuille blanche, donc clairement c'est plutôt cool là-dessus. Par contre, vous l'avez vu avec le bottom bar notamment, mais c'est vrai pour quasiment tous les composants avec SwiftUI, il faut plus de code pour Jetpack Compose pour avoir quelque chose qui ressemble à du matériel par rapport à SwiftUI, où juste vous déclarez et ça ressemble à du Apple. C'est partiellement fixé avec le fait de pouvoir avoir des couleurs dynamiques, parce que avant ça, on devait déclarer nous-mêmes les couleurs qu'on voulait, tout ça machin, et que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Pareil pour les typographies, tout ça. Là, le fait d'avoir des couleurs dynamiques et donc d'avoir au moins une implémentation par défaut qui me permet d'avoir quelque chose qui ressemble à Material Design, a simplifié un peu les choses, mais c'est pas non plus la folie. Après, je vous le disais, Compose, c'est multiplateforme. Et une discussion que j'ai eue avec Jim, qui est l'un des fondateurs de Jetpack Compose chez Google, c'est une décision qui est complètement assumée. Tout ce que je vous ai montré est complètement assumé. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de nécessiter plus de code, etc., pour eux, c'est un pari sur l'avenir en termes de maintenabilité de code et en termes de customisation possible, etc., pour permettre d'avoir au niveau Android quelque chose qui soit maintenable dans le temps, mais aussi pour permettre d'avoir d'autres implémentations. Je le rappelle, SwiftUI doit être compatible qu'avec son écosystème à lui. Compose doit être compatible avec tous les écosystèmes. Donc c'est clairement des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, je disais, hein, c'est compatible desktop, web et iOS, tout ça. Et je peux avoir du matériel sur toutes ces plateformes-là si je le veux aussi, tout ça. Très bien. Côté SwiftUI, c'est juste super simple à utiliser en vrai. Et ça fit le design system de Apple pour tous les composants. Donc ça, c'est cool. Par contre, et c'est vraiment difficile d'aller dans le sens contraire, c'est-à-dire que la customisation est difficile, mais si vous voulez vraiment faire quelque chose qui ressemble à ce que à votre branding à vous, etc., ou un truc un peu custom, il va falloir presque tout recoder de zéro au niveau de l'UI, du framework, pour que du coup vous puissiez avoir ce que vous voulez.
compatible avec tout l'écosystème Apple, hein, du coup il est compatible avec lui-même, c'est ce que je disais. Mais par contre, SwiftUI, alors malgré quelques projets qui tentent de le faire un peu communautaire, etc., qui vont être tués dans l'œuf un jour ou l'autre par Apple, hein, parce que Apple n'aime pas trop ça en général, du coup, sinon c'est que chez eux. Et donc du coup, là, on a un gros hit customisation et un hit de la plateforme, de cohérence de la plateforme, qui fait que les deux sont à terre. Ok, comment est-ce qu'on va les départager? Il n'y a plus de QR code. Jusqu'à présent, dans les applications natives, vous avez d'un côté alors Jetpack Compose ou XML, de l'autre SwiftUI ou UIKit, peu importe, qui sont deux applications distinctes, généralement avec deux équipes distinctes. Moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire ça. C'est de dire, OK, Jetpack Compose, ça fait de l'UI, et ça le fait très bien. Ça fait quelque chose qui ressemble à de l'Android. Et SwiftUI, pareil pour l'écosystème Apple. Et avant ça, si je mettais ce qu'on appelle du Kotlin multiplateforme. Pareil, si vous avez été à la presse de Paul ce matin, vous savez un peu ce que c'est que Kotlin multiplateforme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un mécanisme du langage qui me permet de développer quelque chose pour Android, iOS, web, desktop, etc. Et avec un mécanisme de expect actual me permet de développer quelque chose de spécifique pour Android ou pour iOS si je dois venir interagir avec leur framework. Mais sinon, c'est vraiment du natif pur pour toutes les plateformes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc en fait, est-ce que la solution, c'est pas ça? C'est d'avoir du coup, en fait, il n'y a pas de meilleur framework UI. Juste, on a SwiftUI qui fait très bien de l'Apple, on a Jetpack Compose qui fait très bien de l'Android, et donc en fait, juste, tout le monde est heureux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Quelques références. Merci. Quelques références. J'ai écrit un blog post avant de faire cette présentation, qui est le premier lien. Il y a d'autres articles qui font la comparaison Jetpack Compose SwiftUI. Alors pas que les autres sont pas bien, mais j'aime beaucoup le deuxième, qui est du coup de Michael quelque chose, je sais plus, Michael Young, un truc du genre, Long, pardon, qui est du coup lui un développeur iOS et qui du coup fait le même comparatif que moi, mais de l'autre point de vue, et qui lui arrive à la conclusion que Jetpack Compose c'est mieux. Donc c'est intéressant parce que il n'y a pas que moi qui le dis. Après, il y a d'autres articles. Dernier lien, Conference for All, c'est un projet GitHub dans lequel je mets justement... donc, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis aussi GDG de Lille. J'organise le DevFest de Lille et on a une application mobile, Android iOS, qui est du coup Conference for All, et qui est sur cette architecture-là, avec Jetpack Compose à côté, SwiftUI de l'autre, toute la logique en Kotlin multiplateforme. Et donc, si vous voulez voir une application qui est un peu réelle, parce qu'elle a 2-3 ans de production maintenant, et qui fonctionne vraiment bien en prod, pour le coup. Pareil, vous l'avez remarqué, mais il y a un certain nombre de musiques, hein, donc toutes les soundtracks viennent quasiment toutes de Street Fighter. Et si vous voulez me trouver sur les réseaux, je suis sur quasiment tous avec Gérard Paligo. Pareil, si vous voulez me donner des feedbacks, n'hésitez pas, ça aide vraiment les speakers. Donc voilà. Merci. Si vous avez des questions. Ouais. 1, 2, 1, 2. Ok, parfait. Tout d'abord, merci pour la présentation, elle était vraiment très excellente. Une question par rapport à Jetpack Compose, du coup. Tu as mentionné qu'en mode release, la performance était comparable à celle du XML classique. Maintenant, la vraie question, c'est dans le cas où des applications qui sont encore en cycle de développement et n'envoient pas forcément en mode production leurs applications, le mode debug, quelle perte de performance on obtient? En réalité, presque pas percevable pour nous. Si vraiment tu observes des lenteurs, genre des saccades, etc., c'est généralement un indicateur qui viendrait te dire il faut que tu optimises quelque chose dans ton code parce que même en debug, c'est plutôt fluide en vrai. C'est juste que effectivement, en fait, en debug, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir printer sur la sortie standard du téléphone énormément de choses liées à le calcul des vues, etc. Et donc du coup, ça peut ralentir, notamment dans des listes qui sont un peu vénères et que tu fais un scroll, etc. Mais en vrai, c'est plutôt rare. Et donc en fait, c'est plutôt anecdotique. D'accord, merci. Pardon.
Bonjour, merci pour la conf. Et aussi, c'est cool que votre design system il soit open source. Chez les 4 vitamines, c'est vraiment pas mal. J'ai une question par rapport au KMM. C'est toute la logique métier est fait niveau Kotlin sur Android Studio, etc. Et après, côté preview sur iOS, comment tu moques tous tes objets, etc. pour avoir ta prévisualisation, parce que moi j'ai été confronté à ça. Et je sais que ça peut être compliqué. Je fais une séparation ultra forte entre ma vue et ma data. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un modèle UI qui est aussi Kotlin multiplateforme, qui n'a aucune logique, hormis être hyper proche de ce que va afficher ma vue. Et en fait, j'ai ce que j'appelle des fake data. Donc en gros, au niveau de ma classe Kotlin, j'ai un compagnon avec plein de fakes, etc. Et que je vais venir chercher dans mes previews, que ce soit Jetpack Compose ou SwiftUI, pour du coup alimenter mes différents composants. Donc, et en fait, ça se passe bien du coup, parce que c'est très statique et ça va rien faire d'autre qu'utiliser mes fake data. Parce qu'au début, c'est vrai que c'était assez complexe, je trouve, de différencier tout ça quand on attaque le KMM et qu'on veut l'intégrer. Et il faut, en vrai, c'est plutôt... il faut essayer de respecter au plus possible les couches en termes de UI, de présentation, de domaine data, etc. Parce que si c'est pas le cas, c'est vite le foutoir en termes de... Si ton application grossit, ça va vite devenir un peu infernal, quoi. Merci beaucoup. Pris. Plus de temps. Ok. Une dernière question. Okay. Après, il y aura la keynote et un peu moins de 10 minutes de pause. Ouais, bonjour, merci pour la presse déjà. Je voulais savoir, que penses-tu de toutes les annotations expérimentales API qui sont toujours présentes sur Compose? Et d'après toi, verrons-nous de notre vivant la fin d'Acompanist? Alors, deux questions. Les expérimentales qui ne sont pas forcément d'Acompanist, qui sont d'ailleurs aussi dans le Compose, il faut le voir comme quelque chose, si c'est dans Compose, si c'est mergé, s'il y a une release avec l'expérimental, il faut le voir comme quelque chose de production ready. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux l'utiliser dans prod, ça va bien fonctionner, ce sera performant, etc. La chose qui est expérimentale, quand ils mettent la notation expérimentale, c'est le contrat du composant, sur lequel ils veulent avoir des feedbacks, en fait, pour savoir est-ce que c'est adapté ou pas adapté. Et c'est surtout ça, le ads expérimental. Donc en vrai, tu peux y aller, et en général, tu peux mettre le opt-in du coup pour venir couper le côté expérimental, parce que comme ça, tu vas venir bien localiser ça à un seul endroit. La deuxième question, c'était Acompanist. Acompanist, c'est à la base, c'est pas du tout Google. Hein. À la base, c'est un gars qui s'appelle Chris Benz qui a créé ce truc-là parce qu'il sentait qu'il y avait un manque. En fait, Jetpack Compose, c'est du coup quelque chose qui est multiplateforme et qui a les contraintes du côté multiplateforme. C'est-à-dire que si tu vas venir ajouter, j'essaie de trouver quelque chose, si tu vas rajouter le Windows Size Class, par exemple, qui permet de savoir qu'un téléphone, c'est soit mobile, soit tablette, soit grands écrans, c'est une problématique qui est très Android. Et qui du coup, d'un point de vue multiplateforme et d'un point de vue comptabilité, n'a pas forcément de sens partout. Et donc du coup, Acompanist, c'est vraiment le terrain de jeu pour du coup se faire des convictions, à la fois se faire des convictions et à la fois avoir les choses qui sont spécifiques à Android. Il y a des choses qui sont dans Acompanist qui resteront dans Acompanist parce que c'est vraiment trop spécifique à Android. Donc, faut pas le voir comme quelque chose de mal en vrai. Faut plutôt le voir comme une extension possible et potentiellement parfois ça va arriver dans Compose et donc tu peux juste retirer la compagnie ces machins et soit ça va juste rester parce que c'est vraiment trop spécifique à Android. Ça ne va pas aller dans Compose finalement. Ouais, Pager ou des flows, etc. Quoi. Merci. Bon, merci beaucoup à vous tous.